Le 21 juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de quitter Paris. Déguisés, ils espèrent rejoindre l'armée loyaliste à Montmédy. Mais à Varennes, un maître de poste reconnaît le roi grâce à son profil gravé sur les pièces de monnaie. L'arrestation marque la fin des illusions monarchiques. Ce même soir, un autre membre de la famille royale réussit là où Louis XVI échoue. Louis Stanislas Xavier, comte de Provence et frère cadet du roi, s'enfuit lui aussi de Paris. Contrairement à son frère, il voyage déguisé en valet de chambre anglais et emprunte une route différente de celle de son épouse Marie-Joséphine. La stratégie fonctionne. Le 7 juillet 1791, il arrive à Coblence, sur les bords du Rhin, où son plus jeune frère, le comte d'Artois, a déjà rassemblé une armée d'émigrés. À Coblence, les princes croient encore qu'une intervention militaire suffira à renverser la Révolution. Des milliers de nobles français affluent, convaincus que leur retour triomphal est imminent. Le comte de Provence, homme cultivé et prudent, comprend rapidement que ses espoirs sont illusoires. Il observe la désorganisation de cette armée composite, les rivalités entre généraux, le manque d'argent chronique. Le 26 janvier 1793, un courrier arrive à Hamm, en Westphalie. Le comte de Provence apprend que Louis XVI a été guillotiné 5 jours plus tôt, le 21 janvier. Dans la hiérarchie monarchique, le dauphin Louis XVII devient roi de France. Mais cet enfant prisonnier au Temple n'a aucun pouvoir réel. Le comte de Provence refuse de se proclamer régent, respectant ainsi les règles de succession. 2 ans plus tard, en juin 1795, le jeune Louis XVIIe meurt de maladie dans sa cellule. Cette fois, plus rien n'empêche le comte de Provence de revendiquer la couronne. Le 16 juin 1795, depuis Vérone, il se proclame roi de France sous le nom de Louis XVIII. Il a 40 ans et n'a jamais gouverné un jour. Son royaume se limite aux quelques émigrés qui le suivent de ville en ville. Louis XVIII publie une déclaration où il promet de restaurer la monarchie absolue, d'annuler toutes les lois révolutionnaires et de punir les régicides. Ces positions intransigeantes vont lui coûter cher. Les puissances européennes, qui pourraient l'aider, hésitent à soutenir un prétendant aussi rigide. La France révolutionnaire, puis napoléonienne, consolide son pouvoir pendant que le roi en exil accumule les erreurs diplomatiques. Entre 1796 et 1807, Louis XVIII devient un fugitif professionnel. Chassé de Vérone par l'avancée des armées françaises, il se réfugie à Blankenburg, dans le Brunswick. Le duc accepte de l'héberger, mais la présence d'un roi détrôné attire les critiques. Chaque ville qui accueille Louis XVIII risque de devenir une cible pour les armées révolutionnaires. En 1798, le tsar Paul Ier lui offre refuge à Mito, en Courlande, aujourd'hui en Lettonie. Pour la première fois depuis son départ de France, Louis XVIII peut reconstituer une véritable cour. Il s'installe dans le château de Jelgava, un bâtiment baroque entouré de douves. Il nomme des ministres fantômes, tient des conseils pour un royaume qu'il ne gouverne pas, signe des ordonnances que personne n'appliquera. Cette cour en exil compte environ 200 personnes. Des nobles ruinés qui ont tout perdu durant la Révolution, des officiers sans armée, des diplomates sans mission. Ils reproduisent l'étiquette de Versailles dans ce château glacial de la Baltique. Louis XVIII préside des dîners protocolaires, reçoit en audience, maintient les apparences d'une monarchie qui n'existe plus que dans leur tête. Le tsar Paul Ier finance cette mascarade. Il verse une pension annuelle qui permet au roi en exil de vivre décemment. Mais en 1801, Paul Ier est assassiné lors d'un complot de palais. Son fils Alexandre Ier monte sur le trône et les relations changent brutalement. Le nouveau tsar souhaite améliorer ses relations avec la France de Bonaparte. La présence de Louis XVIII à Mito devient embarrassante. En janvier 1801, Alexandre Ier demande poliment au roi de quitter la Russie. Louis XVIII refuse, invoquant les promesses de son père. Pendant 3 mois, le bras de fer continue. Finalement, en avril 1801, des soldats russes encerclent le château. Louis XVIII n'a plus le choix. Il quitte Mito avec sa cour, direction la Pologne. À Varsovie, Louis XVIII découvre que personne ne veut de lui. Les Autrichiens refusent de l'accueillir. Les Prussiens font savoir qu'il n'est pas le bienvenu. Le roi se retrouve coincé dans une ville qui ne souhaite pas sa présence, avec une cour de plus en plus réduite et des finances qui s'épuisent.
La pension russe est coupée. Les nobles émigrés, qui vivaient grâce à cette manne, commencent à déserter. Certains rentrent en France profitant de l'amnistie offerte par Bonaparte. D'autres trouvent refuge en Angleterre. Louis XVIII voit sa cour fondre mois après mois. En 1803, nouveau départ forcé. Le tsar Alexandre Ier, cédant aux pressions françaises, exige que Louis XVIII quitte définitivement les territoires sous influence russe. Cette fois, le roi accepte une invitation du roi de Suède. Il s'installe temporairement à Memel, un port de la Prusse orientale, avant de retourner à Mito, en 1804, quand les relations russo-françaises se détériorent à nouveau. Ce second séjour à Mito dure jusqu'en 1807. Louis XVIII a vieilli. Il souffre de plus en plus de gouttes, une maladie douloureuse qui lui déforme les articulations. Ses jambes enflent, il peut à peine marcher. Cet homme qui rêvait de chevaucher triomphalement vers Paris doit se faire porter en chaise. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte se fait couronner empereur des Français. Pour Louis XVIII, c'est un double camouflet. Non seulement il n'est pas roi de France, mais un Corse sans naissance royale porte désormais une couronne. Le roi en exil publie des protestations indignées que personne ne lit. En 1807, nouvelle catastrophe. Napoléon vient de vaincre la Russie à Friedland. Le traité de Tilsit scelle une alliance entre la France et la Russie. Alexandre Ier n'a plus aucune raison de tolérer Louis XVIII sur ses terres. Le roi reçoit l'ordre de partir immédiatement. Cette fois, une seule destination possible, l'Angleterre. Le gouvernement britannique, ennemi juré de Napoléon, accepte d'accueillir le prétendant français. Louis XVIII embarque sur un navire suédois et débarque en Angleterre en novembre 1807. Il a 52 ans et vit en exil depuis 16 ans. Le gouvernement anglais lui attribue une résidence, Hartwell House, un manoir élisabéen dans le Buckinghamshire, à 80 km de Londres. C'est une demeure élégante mais vieillissante, entourée de jardins à l'anglaise. Louis XVIII y installe ce qui reste de sa cour, une cinquantaine de personnes tout au plus. Le Parlement britannique vote une pension annuelle de 24 000 livres pour le roi et sa suite. Cette somme permet de vivre décemment mais sans luxe. Louis XVIII doit faire des économies sur tout. Il réduit le nombre de domestiques, limite les réceptions, revend discrètement des bijoux et des objets précieux pour compléter les revenus. À Hartwell House, le temps semble suspendu. Louis XVIII organise sa vie selon un rituel immuable. Lever tardif à cause des douleurs de la goutte. Lecture des gazettes françaises qui arrivent avec quelques semaines de retard. Réception de quelques visiteurs, généralement des émigrés venus demander de l'aide financière qu'il ne peut donner. Dîner cérémoniel où l'on respecte l'étiquette versaillaise. Soirée passée à lire ou à écrire sa correspondance. Le roi lit énormément. Il dévore les ouvrages d'histoire, les mémoires, les traités politiques. C'est un homme cultivé qui parle plusieurs langues et s'intéresse à tout. Mais cette culture ne lui sert à rien dans ce manoir perdu de la campagne anglaise. Il écrit aussi des lettres aux souverains européens qui rarement répondent, des proclamations destinées aux Français qui ne les lisent pas. Pendant 6 ans, Louis XVIII croupit à Hartwell House. Napoléon domine l'Europe. Chaque victoire française enfonce un peu plus le roi en exil dans l'oubli. Mais en 1812, tout change. L'empereur lance la campagne de Russie avec 600 000 hommes. 6 mois plus tard, les débris de la Grande Armée retraversent l'Europe, poursuivis par les Cosaques. Louis XVIII reçoit ces nouvelles avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Après tant d'années d'attente, est-il possible que Napoléon s'effondre ? Les gazettes anglaises relatent les défaites françaises en Allemagne. La 6e coalition se forme, réunissant la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et l'Angleterre. En janvier 1814, les armées coalisées franchissent le Rhin et envahissent la France. Napoléon, avec des troupes épuisées et inexpérimentées, tente de les arrêter. Il remporte quelques victoires tactiques brillantes, mais ne peut empêcher l'avancée générale. Paris est menacé. Le 30 mars 1814, les troupes russes et prussiennes entrent dans Paris. Napoléon est à Fontainebleau avec les restes de son armée. Le lendemain, le Sénat conservateur vote la déchéance de l'empereur. Talleyrand, l'ancien ministre de Napoléon passé aux Alliés, prend la tête d'un gouvernement provisoire. La question se pose immédiatement. Qui va gouverner la France ?
Certains proposent une régence au nom du fils de Napoléon. D'autres évoquent le duc d'Orléans, descendant de la branche cadette des Bourbons. Talleyrand manœuvre habilement pour imposer Louis XVIII. Le tsar Alexandre Ier se laisse convaincre. Les Autrichiens et les Prussiens acceptent. Le 1er avril 1814, Louis XVIII reçoit à Hartwell House un émissaire de Talleyrand. Le message est clair. Le trône de France lui est offert, mais à certaines conditions. Il doit renoncer à la monarchie absolue et accepter une constitution. Il doit maintenir les principales réformes de la Révolution et de l'Empire. Il doit pardonner à ceux qui ont servi Napoléon. Louis VIII hésite. Pendant 23 ans, il a promis de restaurer l'ancien régime dans toute sa pureté. Ses partisans les plus fidèles, les ultra-royalistes, attendent qu'il efface toute trace de la Révolution. Accepter une constitution, c'est trahir ses serments. Mais refuser, c'est perdre sa seule chance de monter sur le trône. Le roi choisit le pragmatisme. Il accepte les conditions. Le 2 avril 1814, le Sénat proclame Louis XVIII roi de France. 4 jours plus tard, Napoléon abdique à Fontainebleau. L'empereur déchu part en exil sur l'île d'Elbe avec une pension et une petite garde. Louis XVIII quitte l'Angleterre le 20 avril 1814. Il traverse la Manche sur un navire royal britannique escorté par une flottille. Le débarquement a lieu à Calais. Pour la première fois depuis 23 ans, le roi pose le pied sur le sol français. La réception est mitigée. À Calais, les autorités organisent une cérémonie officielle. Des arcs de triomphe ont été érigés à la hâte. Des drapeaux blancs fleur-de-lysée pendent aux fenêtres. Mais la population reste méfiante. Ces gens ont vécu 25 ans sous la Révolution et l'Empire. Pour eux, les Bourbons appartiennent au passé. Le cortège royal remonte vers Paris. À chaque étape, même scène. Les notables locaux présentent leurs hommages. Les autorités religieuses organisent des Te Deum. Le peuple observe en silence. Louis XVIII, obèse et perclus de gouttes, doit se faire porter en litière. Cette image d'un roi infirme porté par ses serviteurs ne correspond pas aux attentes populaires. Le 3 mai 1814, Louis XVIII fait son entrée dans Paris. La ville a été décorée aux couleurs royales. Des milliers de personnes bordent les rues, moins par enthousiasme que par curiosité. Le roi s'installe aux Tuileries, le palais qu'il avait quitté en catastrophe en juin 1791. Immédiatement, Louis XVIII doit composer avec la réalité. Il découvre un pays transformé. La France de 1814 n'a plus rien à voir avec celle de 1789. Le Code civil a aboli les privilèges de naissance. La vente des biens nationaux a créé une nouvelle classe de propriétaires. L'administration napoléonienne fonctionne efficacement. Des milliers de fonctionnaires et d'officiers ont fait carrière sous l'Empire. Le roi ne peut ni ne veut tout détruire. Le 4 juin 1814, il octroie une charte constitutionnelle. Ce texte établit une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais. Le roi conserve le pouvoir exécutif, mais doit partager le pouvoir législatif avec 2 chambres. La Chambre des pairs nommée par le roi et la Chambre des députés élus au suffrage censitaire très restreint. La charte maintient le Code civil, l'égalité devant la loi, la liberté religieuse, la vente des biens nationaux. Les fonctionnaires et officiers de l'Empire conservent leurs postes et leurs pensions. Louis XVIII nomme même d'anciens serviteurs de Napoléon à des postes importants. Talleyrand devient ministre des Affaires étrangères. Cette modération déplaît profondément aux ultra-royalistes. Le comte d'Artois, frère cadet de Louis XVIII, mène cette faction qui veut effacer toute trace de la Révolution. Ils accusent le roi de trahir la cause royaliste. Mais Louis XVIII tient bon. Il comprend que la France ne reviendra jamais en arrière. Le 30 mai 1814, la France signe le traité de Paris avec les Alliés. Les conditions sont étonnamment généreuses. La France conserve ses frontières de 1792, qui incluent la Savoie, Avignon et quelques territoires rhénans. Aucune indemnité de guerre n'est exigée. Les troupes d'occupation quittent immédiatement le territoire. Cette clémence s'explique par le calcul politique des vainqueurs. Ils veulent stabiliser la France en montrant que la Restauration apporte la paix. Une France humiliée risquerait de se révolter à nouveau. Le tsar Alexandre Ier, qui a poussé pour le retour de Louis XVIII, veut prouver que son choix était judicieux. Pendant 10 mois, Louis XVIII s'installe dans son rôle de roi constitutionnel.
Il préside le Conseil des ministres, reçoit les ambassadeurs, signe les lois. Sa santé décline. Il peut à peine marcher et souffre constamment de sa goutte. Mais il travaille, s'accroche à ce trône qu'il a attendu si longtemps. Le 1er mars 1815, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Napoléon a quitté l'île d'Elbe. Il a débarqué à Golfe-Juan avec 1000 soldats de sa garde. L'empereur déchu marche vers Paris, proclamant qu'il vient libérer la France de l'occupation étrangère. Louis XVIII refuse d'abord de croire à la menace. Comment 1000 hommes pourraient-ils renverser un royaume? Il envoie des troupes pour arrêter Napoléon. Le 7 mars, près de Grenoble, le régiment commandé par le maréchal Ney est censé bloquer la route de l'empereur. Ney, qui a pourtant promis à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer, rejoint son ancien maître avec toutes ses troupes. Cet événement déclenche une réaction en chaîne. Partout où Napoléon passe, les soldats l'acclament et rejoignent ses rangs. La boule de neige devient avalanche. Le 19 mars 1815, Louis XVIII comprend qu'il doit fuir. Napoléon approche de Paris avec une armée de plus en plus nombreuse. Le roi quitte les Tuileries dans la nuit, direction la Belgique. Quelques heures plus tard, Napoléon entre dans le palais par une autre porte. Le lit du roi est encore chaud. Louis XVIII se réfugie à Gand, dans les Pays-Bas autrichiens. C'est un nouveau départ en exil, le 4e de sa vie. Mais cette fois, l'expérience dure seulement 100 jours. Les puissances européennes ne peuvent tolérer le retour de Napoléon. Elles mobilisent leurs armées. Le 18 juin 1815, l'armée française affronte les troupes britanniques et prussiennes à Waterloo. La bataille fait rage toute la journée. À la fin, Napoléon est vaincu. 4 jours plus tard, il abdique une seconde fois. Cette fois, les Alliés ne prennent aucun risque. L'empereur est déporté sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Le 8 juillet 1815, Louis XVIII fait sa 2e entrée dans Paris. L'atmosphère n'a rien à voir avec celle de 1814. La population, traumatisée par les 100 jours, reste méfiante. Les troupes alliées occupent le pays. Cette fois, le traité de paix est beaucoup plus dur. La France perd les territoires gagnés en 1792. Elle doit payer une indemnité de guerre de 700 millions de francs. Des troupes d'occupation restent sur le territoire pendant 3 ans. Louis XVIII doit accepter ces conditions humiliantes. Le retour du roi déchaîne une vague de violence. Dans le sud de la France, des bandes royalistes massacrent d'anciens jacobins et bonapartistes. À Marseille, à Nîmes, à Toulouse, des centaines de personnes sont assassinées. Les autorités locales ferment les yeux ou participent aux tueries. Cette terreur blanche échappe au contrôle de Louis XVIII. Le roi tente de freiner les violences, mais sa parole n'est plus écoutée. Les ultra-royalistes, menés par son frère le comte d'Artois, exigent des purges massives. Ils veulent punir tous ceux qui ont rallié Napoléon pendant les 100 jours. En août 1815, une loi d'amnistie est votée. Mais elle comporte tant d'exceptions qu'elle devient un instrument de répression. Des milliers de fonctionnaires et d'officiers sont révoqués. Certains sont traduits devant des cours prévôtales qui rendent une justice expéditive. Le maréchal Ney, qui avait rallié Napoléon, est arrêté, jugé et fusillé le 7 décembre 1815. Son exécution choque l'opinion. Cet homme qui avait combattu pour la France pendant 20 ans meurt devant un peloton d'exécution parce qu'il a changé de camp pendant 3 mois. D'autres condamnations suivent. Des généraux, des préfets, des parlementaires sont exécutés ou exilés. Louis XVIII signe les sentences à contre-cœur. Il sait que ces vengeances divisent le pays et fragilisent son trône. Mais il ne peut résister à la pression des ultra-royalistes. En août 1815, des élections donnent une écrasante majorité aux ultra-royalistes. Cette chambre introuvable, comme on la surnomme, est plus royaliste que le roi. Elle vote des lois de plus en plus réactionnaires. Rétablissement de la censure, limitation des libertés publiques, surveillance des universités. Louis XVIII tente de modérer cette frénésie répressive. Il s'appuie sur des royalistes libéraux comme Decazes, son nouveau favori. Le roi joue subtilement d'une faction contre l'autre pour maintenir un équilibre. Mais sa santé décline rapidement. Entre 1816 et 1824, Louis XVIII règne sur une France divisée. Les royalistes s'opposent aux libéraux, qui défendent les acquis de la Révolution. Les bonapartistes rêvent du retour de l'Empire. Les républicains
minoritaire mais actif, prépare la prochaine révolution. Le roi vieillit mal. Sa goutte s'aggrave. Il devient obèse, pesant plus de 130 kilos. Ses jambes ne le portent plus. Il se déplace en fauteuil roulant dans les couloirs des Tuileries. Ses médecins lui interdisent l'alcool et la viande rouge, mais il ne les écoute pas. Malgré sa déchéance physique, Louis XVIII garde un esprit vif. Il lit toujours énormément, s'intéresse aux arts et aux lettres. Il protège des écrivains comme Chateaubriand. Il suit les affaires politiques de près et arbitre les conflits ministériels. En 1820, un événement tragique secoue le royaume. Le duc de Berry, fils cadet du comte d'Artois et dernier Bourbon capable d'avoir des descendants, est assassiné par un ouvrier bonapartiste. Le meurtre provoque une nouvelle vague de répression. Les ultra-royalistes accusent les libéraux d'avoir encouragé le crime par leurs discours. Louis XVIII doit sacrifier Decazes, son ministre favori, pour calmer la fureur des ultras. Le comte d'Artois prend de plus en plus d'influence. Le roi sent que son successeur défait son œuvre. Artois ne croit pas à la monarchie constitutionnelle. Dès qu'il montera sur le trône, il tentera de restaurer l'absolutisme. En 1823, la France intervient militairement en Espagne pour rétablir le roi Ferdinand VII que les libéraux avaient à renverser. Cette expédition, voulue par les ultra-royalistes, est un succès militaire. Les troupes françaises entrent dans Madrid sans rencontrer de grande résistance. Ce triomphe redonne du prestige à la monarchie. Mais Louis XVIII ne profite pas longtemps de cette victoire. Sa santé se dégrade brutalement au début de 1824. Il ne quitte plus ses appartements. Des plaies purulentes couvrent ses jambes. La gangrène menace. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt dans son lit aux Tuileries. Il a 68 ans et a régné pendant 10 ans si on compte les 100 jours, 9 ans si on les exclut. Ses derniers mots auraient été « Allons, finissons-en ». Le comte d'Artois lui succède sous le nom de Charles d'Indice. Comme prévu, le nouveau roi tente de revenir à la monarchie absolue. Il rétablit la censure, indemnise les émigrés spoliés pendant la Révolution, favorise outrageusement le clergé. Cette politique réactionnaire provoque une opposition croissante. 6 ans plus tard, en juillet 1830, Charles Boëdis signe des ordonnances qui suspendent la liberté de la presse et dissolvent la Chambre. Paris se soulève. Pendant 3 jours, les barricades fleurissent dans les rues. L'armée refuse de tirer sur le peuple. Charles X abdique et part en exil. Cette fois, les Bourbons ne reviennent pas. Le trône passe à la branche cadette, avec Louis-Philippe d'Orléans. La Révolution de 1830 prouve que Louis XVIII avait raison. Seule une monarchie constitutionnelle pouvait survivre dans la France post-révolutionnaire. Mais son frère n'a rien appris. L'histoire de Louis XVIII reste celle d'un homme qui a attendu 23 ans pour régner pendant 10 ans. 23 années passées à fuir de ville en ville, à mendier l'hospitalité des cours européennes, à maintenir une fiction de royauté sans royaume. 23 années d'humiliation, d'espoir déçu, de complots ratés. Quand il monte enfin sur le trône, il a 59 ans. Il est malade, fatigué, désabusé. Mais il comprend mieux que personne qu'on ne peut effacer 25 ans d'histoire. La France de 1814 n'est plus celle de 1789. Les structures créées par la Révolution et l'Empire ont survécu. Le Code civil, l'administration centralisée, la méritocratie, l'égalité juridique. Louis XVIII accepte cette réalité. Il octroie une charte qui limite ses pouvoirs. Il maintient les lois napoléoniennes. Il intègre d'anciens révolutionnaires dans son gouvernement. Cette politique modérée lui vaut l'hostilité des ultra-royalistes qui l'accusent de trahir la cause royale. Pourtant, cette modération permet à la monarchie de tenir 10 ans. Après les violences révolutionnaires et les guerres impériales, la France connaît une décennie de paix et de stabilité relative. L'économie se redresse. Les arts et les lettres connaissent un renouveau. C'est la période romantique, avec Lamartine, Hugo, Delacroix. Louis XVIII n'est pas un grand roi. Il n'a ni le charisme de Louis XIV ni l'intelligence de Louis XVI. C'est un homme ordinaire placé dans des circonstances extraordinaires. Mais il possède une qualité rare, le pragmatisme. Il sait quand céder et quand résister. Il comprend que gouverner,
c'est l'art du possible. Son exil l'a formé. 23 ans passés à observer l'Europe, à étudier les régimes politiques, à négocier avec des souverains et des diplomates. Il arrive au pouvoir avec une connaissance approfondie des relations internationales que peu de rois possèdent. Il sait qu'un petit pays comme la France ne peut défier seul l'Europe. Le traité de Paris de 1814 reflète cette sagesse. Louis XVIII accepte des conditions qui auraient horrifié Louis XIV. Mais ces concessions permettent à la France de retrouver sa place dans le concert européen. En 1818, au congrès d'Aix-la-Chapelle, la France réintègre l'alliance des grandes puissances. La politique intérieure de Louis XVIII repose sur le même réalisme. Il sait qu'il ne peut ramener l'ancien régime. Les Français ne renonceraient jamais aux acquis de 1789. Alors il compose. Il crée une monarchie hybride, ni absolue ni parlementaire, qui satisfait partiellement tout le monde sans contenter pleinement personne. Ce compromis fragile tient tant que Louis XVIII vit. Sa présence modère les ultras qui respectent l'autorité royale. Mais après sa mort, Charles X brise l'équilibre. Il veut gouverner comme un roi absolu dans un pays qui ne l'accepte plus. La Révolution de 1830 est la conséquence directe de cet aveuglement. Si Louis XVIII avait vécu 10 ans de plus, aurait-il pu sauver la monarchie? Probablement pas. Les forces qui travaillent la société française sont trop puissantes. L'industrialisation crée de nouvelles classes sociales qui réclament des droits politiques. Le romantisme exalte la liberté individuelle. Le nationalisme rejette les traditions imposées d'en haut. Mais Louis XVIII aurait peut-être retardé l'inévitable. Son successeur aurait pu être le duc d'Angoulême, fils du comte d'Artois, homme plus modéré que son père. La transition aurait pu se faire en douceur. Au lieu de cela, Charles Blindis provoque une révolution évitable qui détruit définitivement les espoirs de restauration bourbonienne. L'ironie de l'histoire veut que Louis XVIII, l'homme qui a le plus souffert de l'exil, soit celui qui comprend le mieux la nécessité du changement. Ces années d'errance lui ont appris l'humilité. Il a vu s'effondrer toutes les certitudes de l'Ancien Régime. Il a survécu en s'adaptant, en pliant sans rompre. Cette capacité d'adaptation explique son succès relatif. Là où Louis XVI s'est montré rigide et hésitant, Louis XVIII navigue habilement entre les écueils. Il sait quand faire des concessions et quand tenir ferme. Il utilise la division de ses adversaires pour maintenir son pouvoir. Le roi joue notamment sur la rivalité entre ultra-royalistes et libéraux. Quand les ultras deviennent trop menaçants, il s'appuie sur les libéraux. Quand les libéraux réclament trop de réformes, il rappelle les ultras. Ce jeu d'équilibre demande une intelligence politique que peu de contemporains lui reconnaissent. Car Louis XVIII n'est pas populaire. Le peuple ne l'aime pas. Il est trop gros, trop malade, trop vieux. Il ressemble à un vestige du passé, pas à un souverain moderne. Les caricaturistes le représentent en baleine échouée sur son fauteuil roulant. Les chansonniers se moquent de sa goutte et de sa paresse. Pourtant, ce roi impopulaire stabilise la France. Sous son règne, aucune guerre majeure n'éclate. L'économie se redresse. La population augmente. Les routes et les canaux sont réparés. L'instruction publique se développe. Ce sont des progrès discrets qui ne frappent pas l'imagination, mais changent la vie quotidienne. Louis XVIII meurt sans héritier direct. Son mariage avec Marie-Joséphine de Savoie n'a produit aucun enfant. La reine, qu'il a à peine vue pendant 20 ans d'exil séparé, est morte en 1810. Le roi ne s'est jamais remarié. Il laisse le trône à son frère, perpétuant ainsi la dynastie, mais scellant son destin funeste. Aujourd'hui, Louis XVIII reste un roi méconnu. L'histoire retient Louis XIV et son faste, Louis XVI et sa guillotine, mais oublie Louis XVIII et sa prudence. Pourtant, son règne marque une transition cruciale dans l'histoire française. Il établit un précédent. Un roi peut gouverner avec une constitution sans renoncer à sa légitimité. Cette idée paraît évidente aujourd'hui, mais représentait une révolution en 1814. Les monarchies européennes observent l'expérience française avec attention. Certaines s'en inspirent pour moderniser leurs institutions. La Charte de 1814 sert de modèle à plusieurs constitutions européennes. La Belgique, qui devient indépendante en 1830, adopte un système similaire. Le Piémont-Sardaigne fait de même en 1848.
Ces monarchies constitutionnelles permettent une transition pacifique vers la démocratie parlementaire. En France, la charte survit à Louis XVIII. Louis-Philippe la reprend en 1830 en la modifiant légèrement. Napoléon III s'en inspire pour son régime autoritaire. La Troisième République elle-même conserve certains mécanismes institutionnels créés en 1814. Le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Louis XVIII comprend aussi l'importance de la réconciliation nationale. Après 25 ans de déchirement, la France doit panser ses plaies. Le roi gracie de nombreux révolutionnaires et bonapartistes. Il refuse les purges massives réclamées par les ultras. Cette politique de pardon permet d'apaiser les tensions. Certes, la Terreur blanche de 1815 contredit cette volonté d'apaisement, mais elle échappe largement au contrôle royal. Louis XVIII condamne les violences et protège certains persécutés. Il fait ce qu'il peut avec les moyens limités dont il dispose. Le roi favorise également le développement culturel. Il rouvre les théâtres fermés par les ultras. Il soutient les artistes et les écrivains. Il crée l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Sous son règne, le romantisme français connaît ses premiers chefs-d'œuvre. Lamartine publie ses méditations poétiques en 1820. Hugo fait jouer ses premières pièces. Cette ouverture culturelle contraste avec le conservatisme politique. Louis XVIII veut prouver que monarchie ne rime pas avec obscurantisme. Un roi peut être cultivé et mécène tout en défendant l'ordre établi. Cette vision éclairée du pouvoir royal impressionne les intellectuels européens. Sur le plan économique, le règne de Louis XVIII bénéficie de conditions favorables. Après 20 ans de guerre, l'Europe connaît une longue période de paix. Le commerce reprend. L'industrie se développe. La France rattrape son retard sur l'Angleterre. Les premières machines à vapeur apparaissent dans les manufactures textiles du Nord. Le gouvernement favorise cette modernisation. Il investit dans les infrastructures. Des routes sont pavées, des ponts sont construits. Le canal de Saint-Quentin, commencé sous Napoléon, est achevé en 1820. Ces travaux facilitent le transport des marchandises et stimulent l'économie. L'agriculture progresse également. De nouvelles techniques venues d'Angleterre se répandent, rotation des cultures, engrais, machines agricoles. Les rendements augmentent. La France exporte du blé au lieu d'en importer. Cette autosuffisance alimentaire renforce la stabilité sociale. Pourtant, la prospérité reste limitée. La majorité des Français vivent encore dans la pauvreté. Les paysans travaillent en des parcelles minuscules. Les ouvriers s'entassent dans des taudis urbains. Les salaires stagnent pendant que les prix augmentent. Cette misère nourrit le mécontentement qui explosera en 1830. Louis XVIII voit ces problèmes mais ne sait comment les résoudre. Il appartient à une génération pour qui la question sociale n'existe pas encore. La pauvreté lui semble naturelle, inévitable. L'idée que l'État puisse intervenir pour réduire les inégalités ne l'effleure pas. Cette cécité sociale limite la portée de son règne. Il stabilise les institutions politiques mais ne transforme pas la société. Les structures héritées de l'Ancien Régime subsistent partiellement. La noblesse conserve ses privilèges sociaux sinon juridiques. L'Église retrouve son influence. Les notables dominent la vie locale. Le suffrage censitaire illustre ses limites. Seuls les hommes payant au moins 300 francs d'impôts peuvent voter. En 1820, cela représente environ 100 000 électeurs sur 30 millions de Français. Le pouvoir reste concentré entre les mains d'une élite minuscule. Cette exclusion politique alimente les revendications démocratiques. Louis XVIII défend ce système restrictif. Pour lui, seuls les propriétaires ont intérêt à la stabilité du pays. Donner le droit de vote aux pauvres conduirait au chaos. Cette conviction, partagée par la plupart des gouvernants européens, sera démentie par l'histoire. Mais en 1814, elle paraît évidente. Le roi s'appuie sur l'Église pour maintenir l'ordre social. Il rétablit le catholicisme comme religion d'État tout en garantissant la liberté des cultes. Les missions parcourent les campagnes pour rechristianiser les populations. Les congrégations religieuses rouvrent leurs couvents. L'enseignement retombe largement sous contrôle ecclésiastique. Cette politique religieuse divise profondément le pays. Les anticléricaux dénoncent le retour des curés et des moines. Ils voient dans cette restauration religieuse une menace pour les libertés conquises depuis 1789. Les incidents se multiplient, des processions sont perturbées,
des missions sont chassées. La guerre entre croyants et laïcs commence. Louis XVIII essaie de calmer le jeu. Il refuse les mesures les plus radicales réclamées par les évêques. Il maintient le divorce légalisé par la Révolution. Il protège les protestants et les juifs contre les discriminations. Mais il ne peut empêcher la montée des tensions religieuses qui marqueront tout le XIXe siècle français. Louis XVIII incarne la contradiction de son époque. Il représente l'Ancien Régime par sa naissance et ses convictions profondes. Mais il gouverne selon les principes nouveaux issus de la Révolution. Cette dualité explique ses succès et ses échecs. Son principal succès est d'avoir évité une nouvelle guerre civile. En 1814, la France sort épuisée de 25 ans de conflits. Une restauration brutale aurait ravivé les antagonismes. Louis XVIII choisit la modération. Il déçoit les ultras mais évite le pire. Le pays connaît 10 ans de paix intérieure relative. Son principal échec est de n'avoir pas préparé sa succession. Il sait que son frère rejette ses choix politiques, mais il ne fait rien pour l'empêcher de monter sur le trône. Il aurait pu modifier les règles de succession, favoriser un héritier plus modéré. Il ne le fait pas, prisonnier des traditions monarchiques. Cette fidélité aux principes dynastiques coûte cher à la monarchie. Charles X arrive au pouvoir convaincu de sa mission divine. Il croit que Dieu l'a placé sur le trône pour restaurer l'ordre ancien. Cette certitude aveugle le mène au désastre. 6 ans après la mort de Louis XVIII, les Bourbons perdent définitivement le trône de France. Peut-on blâmer Louis XVIII pour cet échec? Difficilement. Il ne pouvait prévoir l'ampleur de l'incompétence de son successeur. Il espérait sans doute que Charles X apprendrait au contact du pouvoir. Cette espérance se révèle vaine, mais elle est compréhensible. Le règne de Louis XVIII pose une question fondamentale. Peut-on restaurer ce qui a été détruit? La Révolution française a brisé l'Ancien Régime. 25 ans de bouleversements ont transformé la société. Louis XVIII tente de reconstruire la monarchie sur ses ruines. Il échoue partiellement, mais son échec est instructif. Il prouve qu'on ne peut effacer l'histoire. Les acquis de 1789 sont irréversibles. L'égalité juridique, la liberté individuelle, la propriété garantie ne peuvent être abolies. Tout gouvernement doit composer avec ces principes. Louis le XVIIIe le comprend. Charles X le refuse. Cette différence explique pourquoi l'un règne 10 ans et l'autre 6. La trajectoire personnelle de Louis XVIII illustre les transformations de son époque. Il naît prince du sang dans la France de l'Ancien Régime. Il meurt roi constitutionnel dans une France transformée. Entre ces deux moments, il a tout perdu et tout reconquis. Il a connu l'exil, la misère, l'humiliation. Il a dû mendier, négocier, composer. Ces épreuves l'ont changé. Le prince orgueilleux de 1791 est devenu un roi pragmatique en 1814. L'expérience de l'exil lui a enseigné la prudence et la patience. Il sait qu'on ne peut tout obtenir immédiatement. Il accepte de gagner peu à peu plutôt que de tout perdre d'un coup. Cette sagesse née de l'adversité fait de lui un meilleur roi que son frère aîné Louis XVI. Ce dernier, élevé dans le luxe de Versailles, ne comprenait rien au monde nouveau. Il hésitait constamment entre concession et résistance. Louis XVIII, formé par 23 ans d'exil, sait quand céder et quand tenir bon. L'histoire a été injuste avec Louis XVIII. Elle a retenu son obésité, sa goutte, son manque de charisme. Elle a oublié son intelligence politique, sa culture, sa modération. Pourtant, ce roi médiocre en apparence a réussi là où tant d'autres ont échoué. Maintenir la paix dans un pays déchiré. Son règne démontre qu'on peut gouverner sans gloire et sans drame. Pas de grandes victoires militaires, pas de réformes spectaculaires, pas de révolution. Juste une gestion prudente et quotidienne des affaires publiques. Cette banalité est précisément sa réussite. Après l'épopée napoléonienne, la France avait besoin de repos. Louis le VIIIe lui offre ce repos. 10 années sans guerre, sans terreur, sans bouleversement majeur. 10 années où les Français peuvent reconstruire leur vie. C'est peu glorieux mais nécessaire. Les grands hommes font l'histoire. Les hommes ordinaires permettent de vivre. En définitive, Louis XVIII reste une énigme historique. Roi sans royaume pendant 23 ans, roi constitutionnel pendant 10 ans, homme de l'Ancien Régime gouvernant selon des principes nouveaux,
conservateur acceptant des réformes libérales. Cette complexité explique pourquoi il échappe aux classifications simples. Il n'est ni un héros, ni un tyran, ni un génie, ni un imbécile. C'est un homme ordinaire, placé dans des circonstances extraordinaires, qui fait de son mieux avec les moyens dont il dispose. Son histoire est celle d'une survie, d'une adaptation, d'un compromis. Elle reflète les tourments d'une époque qui cherche sa voie entre tradition et modernité.